Bonjour à tous. Je ne savais pas si ça avait commencé. Voilà, bonjour à toutes, à tous. Bonjour à tous. Donc, du coup, ravi d'être avec vous et avec Pierre. On va se présenter dans quelques minutes pour ce webinaire qui durera environ 45 minutes sur la reconversion et donc plus précisément donc sur comment vivre une reconversion choisie et non subie. Alors, hop. Donc, quelques mots pour introduire ce webinaire, pour lequel donc Ifocop s'est associé à EvoluPro, donc on se présentera juste après pour l'animation. Donc, le sujet du webinaire, c'est comment vivre une reconversion choisie et non subie. Donc, par les expressions reconversion choisie, reconversion subie, donc on n'a pas non plus je dirais la prétention de couvrir toute la multitude des reconversions qu'on peut observer, et notamment depuis 3 ans après le Covid, c'est-à-dire des projets de reconversion qui peuvent être multiformes, qui peuvent en fait être un changement de métier complet, mais aussi une évolution professionnelle. Ça peut être un changement en interne dans l'entreprise et ça peut être aussi un changement d'entreprise. Ça peut être un changement de statut. Et puis après, au niveau des dynamiques, il y a des dynamiques de reconversion qui sont très variées, qui peuvent aller de la dynamique en fait vocationnelle ou aussi plus des dynamiques qui sont plus opportunistes en fonction des opportunités qui se présentent à chacun. Donc voilà, la reconversion, c'est vraiment quelque chose qui est très large, mais en tout cas, dans tout projet de reconversion, le souhait quand même de chacun, c'est d'aller vers un avenir professionnel qui soit épanouissant, qui soit porteur de sens, donc qui apporte du positif. Et c'est vraiment l'objectif qu'on a aujourd'hui avec Pierre, de donner un peu les clés. Et en fait, les clés au niveau du questionnement, mais aussi au niveau des premiers petits pas à effectuer pour aller vers ce type de reconversion qui soit donc choisi et réussi et ne pas du coup subir un projet de reconversion. Alors, quelques mots pour se présenter. Donc moi, je suis Françoise Daël, je travaille chez Ifocop, je suis la directrice marketing et produits chez Ifocop, donc je connais bien l'organisme de formation puisque j'y travaille depuis 12 ans. Et voilà, Ifocop, on est un groupe de reconversion, un centre de formation professionnelle. On est spécialisé dans la reconversion professionnelle pour les adultes, mais également spécialisé aussi en alternance pour adultes et pour les personnes aussi plus jeunes. Et on forme environ 2500 personnes par an avec un taux de retour à l'emploi qui est de plus de 80% chaque année. Donc, c'est vraiment le cœur de notre métier, la reconversion. Et Pierre? Voilà, bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis également très, très, très heureux de participer à ce temps. Voilà, moi je suis d'abord Pierre, parce que c'est important, je suis d'abord une personne. Et cette personne remplit un certain nombre de missions et de fonctions. Et dans mes fonctions, je suis responsable d'un réseau de coachs professionnels. Nous sommes une quarantaine répartis sur le territoire français. Ce réseau s'appelle Coach pour apprendre et entreprendre et notamment nous travaillons avec notre organisme de formation, EvoluPro, qui permet vraiment de travailler de façon individuelle ou collective. Donc on est en connecté soit aux personnes, soit aux structures pour vraiment faire évoluer les choses et pour faire en sorte que, si possible, et les personnes et les structures puissent s'épanouir et aller vers le meilleur de ce qu'elles peuvent faire, représenter, imaginer. Voilà. Alors, je suis d'autant plus intéressé de participer à ce webinaire parce que dans ma relative longue vie maintenant, puisque j'ai 62 ans, j'ai eu des temps de reconversion justement. Et quand je regarde aujourd'hui en arrière, j'ai 4 étapes de vie. Et je me rappelle qu'au début, notamment quand je suis passé d'une première étape à une deuxième, qui ne semblait pas tout à fait similaire, j'avais la sensation d'avoir un parcours assez décousu. Et puis il y a une un troisième volet qui s'est mis en place, puis un quatrième aujourd'hui, puisque j'ai pas toujours été coach, j'ai eu d'autres métiers avant. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte qu'en fait, tout est très aligné et que c'est parce que, au fur et à mesure, j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre les éléments que j'ai osé de temps en temps faire des reconversions, faire des bifurcations. Voilà. Donc, c'est à ce titre que je suis vraiment heureux de participer, pas seulement parce que je suis responsable d'EvoluPro et parce que je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, voilà. Merci.
Alors, quelques mots sur le déroulé de ce webinaire. Du coup, on a une première partie qui va essayer de répondre à cette question fondamentale pour chacun. Donc, de quoi ai-je vraiment envie pour mon avenir? Ensuite, la deuxième partie du webinaire, se concentrera sur les étapes en fait, de la réflexion sur l'avenir professionnel. Comment faire pour bien réfléchir? Quelles sont les étapes pour bien réfléchir à un projet de reconversion? La troisième étape arrivera plus du coup dans le concret en s'interrogeant sur quels sont les premiers pas concrets que je peux faire dans ma vie sur le terrain pour amorcer un projet de reconversion qui soit réussi. Et concernant les questions, vous pouvez les poser dans le chat tout au long du webinaire. Si c'est des questions auxquelles on peut répondre tout de suite, on répondra. Et sinon, on prendra un petit temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui seront posées. Alors, tout de suite, la première partie. Donc, la première partie sur mes aspirations. Donc, de quoi ai-je vraiment envie pour mon avenir professionnel? Je vais m'attarder quelques secondes sur 3 stats qu'on a mis en avant en préparant ce webinaire. Déjà, la première, 76%. Donc, 76% des Français ont déjà rêvé de changer de vie. Donc, c'est issu d'un sondage pour management de 2022. Donc, c'est quand même plus de 3/4 des Français. Donc, c'est un nombre qui est significatif. La deuxième statistique, enfin un chiffre, c'est 107 millions de travailleurs seront amenés à changer de profession d'ici 2030. Donc là, on parle, c'est une étude qui a été réalisée par le MGI pour 8 pays, qui a été monté dans 8 pays, donc que j'ai indiqué en dessous, donc Chine, France, Allemagne, Inde, Japon, Espagne, Royaume-Uni, USA. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, comment expliquer ce chiffre? En fait, de plusieurs façons. Déjà parce que il y a le marché du travail a été profondément chamboulé avec le Covid et puis ces dernières années, en règle générale. Et aussi parce que dans ce marché, on assiste en fait à plusieurs choses. Déjà, à l'augmentation de la demande en compétences qui sont nouvelles. Donc, ça va être des compétences d'ordre technologique. Quand je parle de compétences technologiques, ça peut être des compétences informatiques, des compétences en ingénierie, en codage, enfin différentes compétences technologiques, mais également des compétences sociales et émotionnelles qui sont de plus en plus recherchées et différentes. Donc, dans ces compétences, on retrouve l'empathie, l'adaptabilité, le management, la communication, la négociation. Donc, voilà, donc besoin de compétences différentes et aussi l'augmentation du poids de certaines catégories socio-professionnelles qui sont observées et ça va continuer, à savoir la science, la technologie, l'aide à la personne, l'ingénierie. Donc, en fait, ce chiffre, il est intéressant parce qu'il explique qu'au-delà en fait de cette volonté de se reconvertir, il y a aussi des besoins de reconversion qui vont être nécessaires parce qu'effectivement, les compétences recherchées sur le marché de l'emploi sont en pleine évolution et ne vont cesser d'évoluer ces prochaines années. Et voilà. Et ensuite, la dernière statistique, c'était par rapport aux envies de démission. Et donc, du coup, ça date de mai 2022, donc on est en 2024, mais je pense que ça a toujours sa raison d'être. C'est 35% des salariés français n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui. Après, ça dépend aussi des catégories d'âge. Pour les moins de 35 ans, c'est un peu plus, c'est 42%. Donc, plus on est jeune, plus on a des envies de changement. Donc voilà, du coup, c'est quelques stats qui nous semblaient intéressantes au regard du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et ensuite, je voudrais du coup donner quelques informations qui nous ont semblé intéressantes sur les conditions d'émergence d'un projet de reconversion. Et en fait, ce qui est observé, c'est que les conditions d'émergence d'un projet, elles sont généralement, en fait, elles sont multiples et pratiquement toujours, elles se font sur un fond d'insatisfaction au travail et d'une insatisfaction qui peut être à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être des insatisfactions au niveau des conditions de travail, par exemple des horaires trop extensifs, ça peut être la pression, ça peut être la rémunération qui est trop faible, voilà, différents facteurs en fait liés aux conditions, et ça peut être aussi une insatisfaction qui est liée au contenu du travail. Donc un travail qui ne fait plus sens avec la personne. Par exemple, la question du sens, c'est ce qui est le plus évoqué
quand on regarde les études à ce sujet-là, de se dire que, bah, en fait, aujourd'hui, je ne me reconnais pas et je ne trouve pas de sens dans le travail que je produis. Donc ça, c'est un des premiers facteurs d'émergence d'un projet de reconversion. Donc il y a tous ces facteurs-là qui sont liés au travail et à côté de ça, il y a toujours pratiquement des facteurs d'ordre personnel. Et les facteurs d'ordre personnel, ça va être par exemple, j'ai un équilibre vie pro-vie perso qui ne me convient pas, je souhaite avoir plus de temps pour ma vie familiale, pour mes amis, par exemple, pour organiser librement mon temps libre, etc. Donc des choses de ce type. Et ça peut être aussi les conditions d'ordre personnel. Bah, je me sens pas forcément à ma place, je me sens pas en accord avec moi, je me sens pas alignée dans mon travail avec ce que je ressens aujourd'hui au fond de moi. Et donc voilà, donc ça peut être ça, et ça peut être également le dernier que j'avais noté, qui revient souvent. Bah, je souhaite exercer un métier qui est plus en accord avec mes centres d'intérêt. Donc, ça peut être un métier passion aussi. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve plus, le métier passion, sur les plus jeunes et sur les CSP+, qui s'autorisent plus à poser cette question-là du métier passion. Mais en tout cas, c'est des items qui reviennent régulièrement. Donc, du coup, il y a un certain nombre de facteurs qui permettent à un projet de reconversion d'émerger. Et pratiquement toujours, dans un cas sur deux, il y a un élément déclencheur après. Et l'élément déclencheur, il peut aussi être de plusieurs natures, et ça peut être une rencontre, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être plein de choses, mais c'est ce moment où il y a plein de conditions qui sont réunies et tout d'un coup on se dit bon bah voilà, c'est le moment, j'y vais, je vais me reconvertir parce que j'ai le déclic en fait. Donc voilà. Et ensuite bon voilà, du coup j'en ai un petit peu parlé précédemment, mais il y a eu beaucoup aussi d'études et de réflexions autour des aspirations des Français au travail, parce qu'il a été vraiment observé que depuis le Covid, les aspirations des Français se sont modifiées. Et ce qui émerge le plus, c'est justement ces 6 aspirations que j'indique là sur le slide. C'est la question du sens, de se demander en fait pourquoi je fais ce travail, et de vouloir se détacher, de plus être en accord avec certains process, avec voilà, des expressions comme bullshit job qu'on a entendu beaucoup en fait, qui sont vraiment représentatives de ce que sont posées comme question un certain nombre d'entre nous au travail depuis quelques temps. Et puis aussi, du coup, les autres aspirations, ça va être beaucoup se sentir utile, avoir besoin de se dire, bah, aujourd'hui, quand je travaille, je suis utile aux autres, donc j'ai une connexion humaine avec d'autres personnes et je suis utile à l'autre, j'ai un impact positif, je reconnais un impact positif de mon travail. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et puis, voilà, après, il y a d'autres facteurs, par exemple le changement d'environnement qui va aussi être important pour beaucoup d'entre nous, lié à des sensibilités écologiques, à la volonté, en fait, de gagner en bien-être aussi, peut-être d'avoir moins de déplacements, d'avoir plus de nature, des choses, voilà, des éléments de ce type. Voilà, donc du coup, bon, je ne vais pas forcément tout détailler puisque ce n'est pas l'objectif non plus principal du webinaire, mais c'était voilà, pour remettre un petit peu le contexte. Et ensuite, je vais passer la main à Pierre pour continuer. Pour continuer. Voilà, c'est important. Intéressant, là, pendant que je t'écoutais sur les aspirations, je me disais qu'il y a une période particulière où on formule ces aspirations. Je ne sais pas hein, si parmi les personnes là qui sont en ligne, vous vous souvenez qu'il y a un peu plus d'un mois maintenant, nous sommes passés de 2023 à 2024. Et un des éléments qui a été assez récurrent, c'est qu'on s'est présenté mutuellement nos vœux. Et moi, le vœu, c'est l'aspiration quelque part. Hein. C'est, je te souhaite d'avoir une année dans laquelle, moi, je me suis entendu dire ça, hein, dans laquelle tes projets vont pouvoir se réaliser. Donc ça, c'est vraiment une aspiration, en fait, entre guillemets. Et je me dis, qu'est-ce que je fais pour que cette aspiration devienne réalité? Et je ne sais pas si vous vous souvenez des vœux que vous avez fait ou que vous vous êtes fait en début de cette année, il y a un peu plus d'un mois. Mais déjà, est-ce que vous les avez encore en mémoire?
Et puis, est-ce qu'il y a des choses que vous avez enclenchées, que vous avez mises en mouvement, hein? C'est un petit peu là ces deux questions. C'était quoi mes aspirations et c'est quoi mes sources de motivation? Parce que effectivement, je peux rêver de certaines choses. Et le problème, c'est qu'est-ce qui va me pousser à me mettre en marche? Euh, et très souvent, comme on ne fait que, on ne formule ces éléments que sous forme de vœux ou d'aspirations ou d'intérêts ou de rêves, ben, il se passe jamais rien. Parce que, et on va le voir hein, au cours du séminaire, hein, au cours du webinaire, pardon, qu'il y aura des petits pas à faire. Et s'il n'y a pas ces petits pas qui sont faits, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que la motivation, moi j'ai envie de dire, c'est un mot qui a beaucoup, beaucoup de sens parce que ça vient de motus, se mettre en mouvement, entre guillemets, et quand je suis motivé, je me mets en marche. Donc, qu'est-ce qui va me permettre de me mettre en marche? Qu'est-ce qui va me décider à passer à l'action? Qu'est-ce qui va oui, me décider de faire ce premier petit pas que je n'avais jamais presque pratiquement fait? Parce que ce qui est assez caractéristique hein, quand vous avez des gens qui vous font part de leurs aspirations, et peut-être que vous les avez là dans la tête, c'est que vous pouvez les rencontrer un an après et ils ont toujours les mêmes rêves, toujours les mêmes aspirations. 2 ans, 3 ans après, et il n'y a rien qui a bougé. Il y a comme une sorte de procrastination qui s'est mise en place. Donc voilà, si aujourd'hui il y avait quelque chose de l'ordre de les aspirations que vous portez quand vous êtes connecté tout à l'heure et les envies que vous avez envie de vous mettre en marche, eh bien, il y a quelque chose qui va se déclencher à la fin de ces 3 quarts d'heure. Alors, il y aura eu de bonnes raisons que nous ayons été là, Françoise et moi. Voilà, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a envie d'aller. Voilà, donc là, j'ai envie de vous le dire. Alors évidemment, vous ne pourrez pas tous répondre, hein, mais quelles sont, je vais te tutoyer, comme ça va être un peu plus direct, quelles sont tes aspirations là si tu avais à les formuler en 1 ou 2 phrases, quelque chose vraiment qui te tient à cœur, et où est-ce que tu irais chercher ta motivation? Qu'est-ce qui te motiverait vraiment? Qu'est-ce qui te permettrait de faire ces premiers petits pas? Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Alors, Voilà. Et donc, du coup, c'est un petit peu dire voilà, comment on va se mettre un petit peu en marche. Donc, il y a plusieurs étapes. La toute première, je pense, c'est difficile pour moi d'aller dans une direction si je ne me suis pas d'abord posé un petit peu. Je vais donner une sorte d'image, entre guillemets. J'ai envie d'aller, allez, je vais donner une métaphore très 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 simple. J'ai envie d'aller explorer le monde, par exemple. Voilà. Donc, mais la toute première chose que je dois faire, c'est d'abord dire mais qu'est-ce qui me pousse et qu'est-ce qui me donne envie d'aller explorer ce monde? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ces éléments-là? Et donc, je vais m'asseoir. Et quand quelqu'un s'assoit et se dit, mais qui je suis vraiment? Quelle est mon identité profonde? Qu'est-ce qui me représente? Qu'est-ce qui fait que je suis défini par un certain nombre de choses? Alors, si je sais qui je suis, je vais savoir qu'est-ce que je veux et je vais savoir où je vais aller. Donc, il y a vraiment une toute première étape qu'on fait quand on a envie de passer à quelque chose d'autre, c'est de faire un point, de s'arrêter, entre guillemets, de dire, voilà, je vais m'asseoir et je vais regarder un petit peu où j'en suis. Alors là, j'ai envie de vous questionner comme ça, dire là, tout de suite, si vous réfléchissez à ce que vous êtes en train de vivre, évidemment dans votre vie privée et dans votre vie au travail, sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre? Le 1, c'est je suis vraiment pas satisfait, j'ai envie que les choses changent. Et le 5, c'est je suis vraiment accompli, je suis vraiment bien dans ma vie. Il y a vraiment cette première question. Hein, donc alors peut-être au niveau de ma vie privée, peut-être dans mes relations sociales, amicales, et peut-être dans celles du travail, hein, parce que je voudrais pas qu'on déconnecte aujourd'hui des personnes que nous sommes dans notre entité complète parce qu'on travaille, on est sur le domaine du travail, mais il y a tout ça qui est interconnecté. Donc la toute première question, c'est où j'en suis aujourd'hui et comment je vis cette satisfaction ou cette insatisfaction. Pourquoi on parle aussi des valeurs? Parce que les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est important. En fait,
comment trouver les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi. Je vais parler par exemple de certaines de mes valeurs. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la valeur justice. Et par exemple, des éléments qui peuvent me mettre en insatisfaction, soit dans mon domaine privé, soit dans le domaine du travail, c'est par exemple si je me rends compte qu'il y a deux poids, deux mesures dans mon entreprise. Si jamais je sens que, par exemple, le patron est en train de favoriser des personnes par rapport à d'autres, alors certes, ça peut être subjectif, mais il y a quelque chose qui va me heurter et qui va me rendre relativement insatisfait. Donc il y a quelque chose qui va faire que je ne serai pas confort dans ce contexte-là. Moi, j'ai une très forte valeur partage collaboration. C'est pour ça d'ailleurs que je suis coach et que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours faire quelque chose où je suis en partage, en accompagnement, en collaboration avec les autres. Et si je me trouve dans une entreprise où, pour pouvoir réussir et pour pouvoir prendre du galon, je suis dans un esprit plutôt concurrentiel. Je pense notamment, là, j'ai une collègue qui se confie à moi à un moment donné, elle était dans une concession automobile. Et en fait, il faut qu'à la fin du mois, vous ayez vendu un certain nombre de voitures et c'est comme ça que vous êtes un petit peu classé. Et il y avait une sorte de concurrence entre les gens. Et ça la mettait vraiment très mal à l'aise parce qu'elle avait davantage envie de partager avec les autres la façon de faire et chacun gardait pour soi un petit peu ses recettes. Vous voyez, donc il y avait quelque chose de la valeur qui était vraiment heurté. Voilà, je ne sais pas si ces deux exemples vous suffisent à bien travailler sur quelles sont les choses qui sont importantes pour moi, qui font que si jamais elles ne sont pas de satisfaites, entre guillemets, il y a quelque chose de la frustration qui s'installe. Voilà. Donc il y a quelqu'un là qui est en train de demander quels sont les moyens d'explorer son identité. Voilà, c'est un des éléments que là je donne. Alors évidemment, c'est difficile de le faire tout seul, mais c'est la première étape. C'est de dire voilà, il y a des choses qui sont importantes et si jamais ces choses-là ne sont pas effectives dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Et peut-être se poser la question aussi de dire pourquoi je suis prêt à me battre. C'est aussi quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si sur la slide d'après, hein, mais il y a aussi de quoi j'ai besoin. Voilà, hein, c'est-à-dire que en fait, euh, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, alors qui est très controversée aujourd'hui, parce qu'il y avait un certain nombre de besoins, les besoins fondamentaux, le besoin de manger, de se nourrir, etc. Et ça peut aller jusqu'au besoin d'appartenance. Il y a donc des besoins qui doivent être satisfaits. Par exemple, j'ai le besoin d'avoir du repos. Et je me retrouve avec une grande difficulté parce que je peux pas satisfaire ce besoin parce que ma foi, il faut que je fasse mon job, il faut que je ramène du boulot le soir à la maison, etc. Donc je vais ne pas écouter ce besoin et il va y avoir comme une frustration qui va se mettre en place. Ou alors pire, je vais le compenser. C'est-à-dire, je vais aller voir le médecin, puis je vais dire, est-ce que vous pouvez me donner des vitamines pour me booster Et donc, dans un premier temps, il va sembler que les choses vont bien aller, mais je vais payer beaucoup plus cher à la fin parce que je n'aurai pas écouté mes besoins. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas toujours évident d'écouter ses besoins parce que la vie ne nous donne pas la possibilité de le faire ou on ne nous donne pas le choix. Et pourtant, c'est quelque chose d'indispensable parce que si je n'écoute pas ces besoins, si je ne les satisfais pas, si je les nourris pas, alors il va y avoir vraiment une frustration qui va monter. Et une part des gens qui ont envie de changer, qui se disent je suis pas bien à faire ce que je fais là où je suis, c'est justement à cause de ces éléments-là. C'est parce qu'ils sont insatisfaits par les besoins qui ne sont pas nourris. Donc l'élément important, hein, c'est qui je suis, hein, dans mon identité profonde, comment je me découvre, quelles sont mes valeurs, c'est-à-dire ces choses qui sont importantes pour moi, quels sont mes besoins, et il y a aussi quelles sont mes ressources. Donc là, je vais revenir aussi un petit peu là-dessus, c'est-à-dire je sais qui je suis, mais je ne sais pas ce dont je suis capable. Et il y a quelque chose des compétences et des talents dont on a
toujours pas conscience quelquefois. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les 4 étapes de l'apprentissage. Il y a tant que je ne sais pas que je ne sais pas quelque chose ou que je ne sais pas faire quelque chose, ben, comme j'en ai pas conscience, tout se passe bien. Et puis à un moment donné, je me trouve dans une situation où je me rends compte que je ne sais pas faire la chose. Et il y a quelque chose qui me déstabilise. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça me permet de pouvoir apprendre ce que je ne sais pas faire. Et puis, il y a l'étape où j'apprends, justement, où je sais maintenant que je sais faire. Et il y a une quatrième et dernière étape, c'est celle-là que je vise, c'est que maintenant que je sais le faire, je le fais tellement naturellement que je me rends même plus compte que je le fais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le talent. Et vous allez avoir souvent des gens qui vont dire, à qui vous allez dire, waouh, c'est impressionnant, ce que tu fais, c'est vraiment, c'est chouette, c'est vraiment extraordinaire. Et la personne va vous répondre, ben non, c'est normal. Quand une personne répond c'est normal, c'est qu'elle n'a plus tout à fait conscience justement de cette compétence, de ce talent. Et ça fait partie, alors creusons toujours l'identité, des ressources et des talents et des forces que j'ai. Est-ce que j'ai conscience de toutes les forces qui sont les miennes? Est-ce que parce que c'est devenu presque un naturel et un espèce de réflexe, que je me rends même plus compte que je sais faire certaines choses? Et donc, du coup, au lieu de nourrir l'estime de moi, au lieu de nourrir la confiance en moi, ça va me donner la sensation que finalement, je ne sais pas faire grand-chose et je ne suis pas très doué. Et on ne peut pas me confier des éléments et donc je vais manquer de confiance en moi. Et si je manque de confiance en moi, ben, je ne vais pas oser me lever et commencer à me mettre en route. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de certaines personnes qui m'écoutent là, mais sachez que vous avez beaucoup plus de talent que vous ne le pensez. Allez vous poser la question de dire, est-ce qu'il y a des choses que je fais ou que je sais faire et que je trouve normal de faire? Est-ce que je m'entends des fois répondre à des personnes en disant mais non, mais c'est normal? Eh bien, allez creuser ces petites choses-là. Ou si vous vous faites accompagner, faites-vous accompagner sur ces choses-là parce que elles sont importantes et c'est certainement des ressources sur lesquelles vous pouvez vous baser. Nous, en tant que coach, quand nous accompagnons des gens, nous essayons de leur faire prendre conscience de ces éléments-là. Et très souvent, c'est entre 80 et 85% des ressources nécessaires qui sont déjà à ma portée ou qui sont déjà dans mes capacités. Sauf que pour une grosse partie de ces 85%, je n'en ai même pas conscience. Donc du coup, je ne m'appuie pas sur ce que j'ai. Et ça, c'est important. Et donc j'insiste, j'ai besoin de faire un état des lieux de mes ressources. Et ça, c'est important. Un autre élément très important, c'est l'émotion. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, nous ne donnons pas beaucoup de place à notre intelligence émotionnelle. Or, nous sommes des êtres d'émotion. Et tout ce que nous vivons produit en nous, vient questionner un petit peu nos émotions. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail, vous avez, on va dire, 4 familles d'émotions qui sont d'un côté colère et peur, qui sont un peu deux cousines. La colère qui me pousse à me défendre pour éloigner le danger potentiel, la peur qui me pousse à m'éloigner du danger pour éviter d'être submergé par lui. Et puis, sur l'autre axe, vous avez une autre paire qui est la tristesse et la joie. La tristesse qui finalement me permet de me décharger de tout ce qui est venu se mettre en poids sur moi. C'est vraiment quelque chose qui à la fois me fait baisser, tomber, mais en même temps me permet d'évacuer toute la charge qui a pu se produire. Et la joie, c'est quelque chose qui me transcende. Et tous ces éléments-là me traversent. Par exemple, quand j'ai... là, je reprends. Tiens, j'ai ma valeur justice et je vois qu'il y a une situation d'injustice, il y a quelqu'un vraiment qui est mis à mal, qui est pris à partie alors que ça ne devrait pas être. Et du coup, il y a de la colère qui monte en moi. Ça vous parle, ça? Et donc, cette colère, elle va me faire perdre peut-être un petit peu mon sang-froid et puis me faire oublier peut-être de réfléchir un petit peu à la meilleure façon de procéder. Et je vais peut-être avoir des mots qui dépasseront mon entendement. Donc cette colère va déborder. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on aura tendance dans notre société aujourd'hui à essayer de gérer nos émotions pour les empêcher de se manifester. Or, c'est peut-être pas une bonne chose parce que les émotions, comme je l'ai dit, ce sont des énergies.
Donc, il ne faut pas que nous nous privions de nos énergies. Par contre, il faut que nous arrivions un premier temps à les accepter, les accueillir comme elles sont, et après à voir quelle est la meilleure façon et comment je peux les faire émerger de telle façon que ça soit en correspondance avec ce qu'il faut au moment où ça se passe. Je donne l'image souvent, l'émotion étant une énergie, si elle passe par un tuyau d'eau, si elle passe par un robinet, je vais pouvoir régler le débit et au lieu d'arroser comment dire ça, très violemment, je sais pas, un bouquet de fleurs, je vais pouvoir faire un petit arrosage tranquille. Hein, donc je vais utiliser cette énergie, mais je vais la doser. Donc ça va être important. Donc comment je prends aussi connaissance, hein, ça fait partie aussi de mon identité, de cet être émotionnel que je suis, et comment je tiens compte de ces émotions. Les émotions qui sont très souvent liées aux besoins. Hein, la frustration va créer une émotion désagréable, donc un peu d'irritation ou un peu de tristesse, un petit peu de désespérance, vous voyez, des éléments comme ça. Donc tout est très 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 lié. Et il y a aussi évidemment ce besoin que j'ai, et là ça vient faire un peu le lien aux aspirations dont nous parlions tout à l'heure. J'ai besoin d'accomplir des choses dans ma vie. J'ai besoin de réussir des choses dans ma vie. Et moi j'aime beaucoup le sens des mots. Et quand j'entends accomplir, j'entends accomplissement, et dans accomplissement je vois le mot complet. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire que dans ma vie j'ai rendu quelque chose de complet. C'est-à-dire, c'est rempli, c'est plein, et il n'y a plus besoin d'en rajouter. Est-ce que j'ai vécu déjà, ou est-ce que je peux vivre dans ma vie des temps d'accomplissement? Pour la réussite, c'est pareil. Hein, moi, réussir, ça me fait penser à l'issue, c'est-à-dire comment je vais euh, arriver à quelque chose, aboutir à quelque chose, hein, comment je vais avoir une issue, une sortie, c'est-à-dire comment je vais réussir à sortir d'une situation pour aller dans une autre, ou sortir vers quelque chose qui est plus grand et plus large. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, si je résume un petit peu, hein, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à ma disposition et qu'est-ce que je veux, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui est passionnant pour moi. Voilà, et donc du coup, c'est bien, tu Et me permets d'arriver sur la partie suivante. Hein, c'est quoi les premiers petits pas que j'ai envie de faire? donc voilà, tout à fait. Du coup, on arrive sur la troisième partie, où là, on va pouvoir voir ensemble quelles sont les premières actions concrètes. Une fois qu'on a eu tout ce travail de réflexion là dont Pierre nous a parlé par étapes sur l'identité, sur les motivations, sur les besoins, sur les émotions, sur les besoins d'accomplissement aussi. Une fois que ce travail il est fait, qu'est-ce que je mets, et que du coup, ce vers quoi j'ai envie d'aller est plus clair pour moi, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, petite citation que je me suis permise de prendre parce que j'ai trouvé qu'elle était assez juste d'une apprenante qui est passée chez nous et qui nous avait dit: la chose la plus complexe, c'est la prise de décision. Après, le reste du périple, entre guillemets, est plus simple parce qu'une fois que c'est acté, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est avancer. Donc, du coup, effectivement, dans cette partie, on va voir ensemble comment on peut amorcer ces avancées concrètes. Voilà. Comment mettre en action mon projet professionnel? Je te laisse la main, Pierre, sur cette partie. Oui. Alors là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, j'ai des aspirations. Et puis, il se passe jamais rien parce que, en fait, quand je regarde la complexité de ce qu'il faudrait faire pour que ça change, je sais plus par quel bout commencer. Et si je donne la métaphore d'une pelote, en fait, comme tout est emmêlé, je sais pas quel est le premier fil que je dois tirer. Quand on accompagne dans cette projection-là, la première chose qu'on conseille, c'est quel serait le premier petit pas que tu te sentirais de faire? Sans chercher à déplacer des montagnes, quel serait le premier petit caillou que tu pourrais soulever? Parce que si tu commences à soulever un premier caillou, tu vas peut-être pouvoir ensuite soulever quelque chose d'un peu plus important, et puis tu vas te mettre vraiment en œuvre au fur et à mesure.
Donc, par exemple, je donne un exemple là, qui n'est pas directement lié peut-être au monde du travail, quoique, parce que une des raisons pour lesquelles je me retrouve à vouloir changer, c'est que je suis dans un espèce d'étau parce que j'ai plus vraiment de vie perso, c'est-à-dire la vie pro prend tellement de place que j'ai l'impression de plus vivre. Et il y a une personne comme ça, je me souviens, qui est venue justement et qu'on a accompagné, et c'était vraiment, j'en peux plus, j'étouffe. Et puis il y avait quelque chose de l'ordre quand on a creusé, quelle serait mon envie, quelle serait mon aspiration. Elle n'était pas directement liée au métier, mais elle était directement liée au fait que cette personne aimait beaucoup lire et que c'était vraiment sa façon de se ressourcer. Elle aimait son métier, mais le problème, c'est que ça prenait tellement de place qu'elle n'arrivait plus à trouver un temps pour la lecture. Et la chose très concrète, ça a été, OK, et quel serait le premier petit pas que tu te sentirais de faire? Elle a réfléchi un instant, puis elle a dit, bah, j'ai la bibliothèque municipale ou la médiathèque, je ne sais plus, qui est à 800 mètres. Et en plus, je me rends compte, et je me rappelle maintenant, parce que vous me posez la question, qu'en fait, j'ai une carte qui me permet, puisque j'habite la ville, de pouvoir rentrer et bénéficier de prêts de livres. Et ça, c'était vraiment quelque chose euh, c'était à la fois révélatoire et pas. Et donc, j'ai continué mon questionnement en disant, OK, et du coup, qu'est-ce qui empêcherait que vous alliez dans cette bibliothèque? Elle dit, bah, il faudrait que j'ai le temps. J'ai dit, ah, et est-ce qu'il y a un moment dans la semaine où vous pourriez avoir du temps? Elle réfléchit un peu, elle dit, bah, en fait, le lundi après-midi, c'est un peu spécifique, puisque c'est une demi-journée dans laquelle je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien et je fais tout à la fois. C'est-à-dire, je fais tout ce que j'ai pas pu faire quand je suis au travail. Et donc, je pourrais éventuellement, effectivement, prendre la décision de. Alors, j'ai dit OK. Et qu'est-ce qui empêcherait? Donc, c'était le lundi après-midi. C'était un mercredi. Et je dis qu'est-ce qui empêcherait que le lundi prochain après-midi, vous puissiez aller? Ben, elle me dit rien. J'ai dit et là, vous sentiriez de faire ça lundi après-midi? À quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Elle me dit bah allez, vers 3 heures, par exemple. OK. J'ai dit est-ce que vous pouvez prendre votre agenda et est-ce que vous pouvez marquer et bloquer une heure de. Elle dit bah oui, c'est possible. Voilà. Et vraiment, on a cheminé comme ça. Et le mercredi suivant, quand on s'est retrouvés, elle m'a dit bah effectivement, lundi dernier, j'y suis allé. Alors qu'est-ce qui a fait qu'elle y est allée? C'est qu'effectivement, elle n'avait pas eu d'autre ambition que de faire une toute petite tâche. Donc ça consistait de 15 heures à 16 heures, de se rendre à la bibliothèque, d'aller regarder des livres et puis de prendre un temps. Et en fait, dans ce qu'elle m'a raconté ensuite, elle m'a dit, en fait, je n'ai pas lu, mais je suis allé regarder le rayonnage. Et du coup, pendant une heure, j'ai regardé tous ces livres qui m'intéressent et je me suis fait une liste de tous les livres que j'ai envie de lire. Et du coup, je m'en suis pris 3 que j'ai ramenés chez moi. Et depuis, le soir, je me suis pris une demi-heure pendant laquelle j'ai commencé à reprendre la lecture. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? C'est que le premier petit pas, on enclenche un deuxième, un troisième, un quatrième. Elle était très fière parce elle avait fait davantage que ce qu'elle avait prévu de faire. Donc ne soyez pas trop ambitieux dans la façon de commencer à vous mettre en mouvement. Et puis vous allez voir que vous allez faire finalement beaucoup plus que la toute petite ambition de départ. Voilà. Et comment je m'y prends pour réussir? Vous avez compris un petit peu la stratégie. C'est de ne pas dire simplement, si je reprends l'exemple, eh ben, je vais aller à la bibliothèque pour recommencer à lire parce que j'aime lire. Parce que ça sera de l'ordre du souhait. Vous vous rappelez mon introduction? De dire j'ai le souhait de, mais il ne se passera jamais rien. C'est de dire quand est-ce que je vais le faire, à quel moment précis, combien de temps, de quelle façon. Vous voyez, c'est vraiment se donner des éléments très précis là-dessus. Voilà, je crois que c'est tout. Et là, depuis tout à l'heure, je vous parlais de l'accompagnement, je vous donne des exemples, etc. Un des, comment dire ça, un des processus d'accompagnement qui est vraiment fait pour ce choix, c'est de proposer ou de demander un bilan de compétences. Alors je vois qu'il
qui a des questions, et notamment ce que vous décrivez, ce que je décrivais tout à l'heure, correspond-il au bore-out? Vous avez effectivement le burn-out et le bore-out, qui sont deux des manifestations de lassitude au travail. Oui, quand je vous disais à partir de la personne, oui, c'est quand je m'ennuie au travail, hein, et donc il y a des éléments. Autant je suis surbooké et je finis, même si j'aime beaucoup ce que je fais, je finis par craquer et je fais un burn-out, c'est-à-dire je me brûle de l'intérieur et je suis sans force. Et un jour, je me lève plus. Et le bore-out, c'est je vais au travail, mais j'ai l'impression de rien y faire, d'avoir une sensation d'ennui, de non-utilité. Et ça pèse aussi lourd, hein, ça peut paraître être à l'extrême, et finalement les gens qui ont connu un burn-out peuvent dire le bore-out, ma foi, c'est finalement un moindre mal. Non, quand vous vivez un bore-out, eh bien vous êtes vraiment en détresse et en problématique. Alors tout ça pour revenir sur le bilan de compétences. La première chose qu'on fait dans ce bilan, c'est on va se poser et on va regarder un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on a envie de voir changer. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape, c'est est-ce que j'ai vraiment la motivation? Est-ce que je donne vraiment du sens à ce temps de réflexion et à ce temps de bilan? Le bilan, ça commence par faire un choix. C'est-à-dire que là, au sortir du webinaire, vous aurez des possibilités, soit de vous orienter vers une formation, soit vers un bilan de compétences. Il vous faudra faire un choix de la personne avec qui vous allez faire le, je cherche mon mot. Le projet, enfin, s'il y a un projet voilà, c'est d'abord une question de personne aussi. Parce que c'est vraiment une question de personne, dans le sens où cette personne va vous accompagner un bout de chemin. Donc c'est vraiment un parcours en tandem, hein. Vous imaginez, je donne une métaphore, vous êtes en chemin et vous posez des questions. Et quelqu'un vous rejoint au chemin et chemine à côté de vous un certain temps. Cette personne, il faut que vous ayez confiance, il faut que vous puissiez vous ouvrir, parce qu'elle va vous poser des questions. Elle va vous aider à rentrer en vous-même, hein, notamment quand on va travailler sur l'identité. Elle va vous aider à repérer vos forces, etc. Donc, il va y avoir vraiment des échanges, il va vraiment y avoir quelque chose qui va se construire entre vous. Et donc, c'est pas anecdotique de sentir que ça va passer avec la personne. Donc, il y a un entretien préalable qui vous permet de découvrir non seulement le processus d'accompagnement, mais la personne. Et n'hésitez pas à faire un choix par rapport à ce que vous allez sentir du feeling. Je vous rappelle, l'intelligence émotionnelle joue un rôle très, très important. Le bilan de compétences, c'est quoi? Il y a trois grandes étapes, je vais simplifier au maximum. On va se poser pour regarder là où on en est et tout ce qu'on a accumulé dans le passé, dans hier. On va prendre un peu de la hauteur et on va regarder un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau des formations, les postes qu'on a occupés, les compétences qu'on a acquises, l'expérience qu'on a accumulée. Vous allez me dire, bah oui, il n'y a rien d'extraordinaire. Si, parce que le simple fait de s'arrêter et de regarder, d'écrire, de poser, de mettre en évidence ces choses-là, vous allez être étonné de ce qui va se passer en vous. Vous allez vous rendre compte, tout d'un coup, que vous avez fait beaucoup plus de choses que vous ne pensiez, que vous avez beaucoup plus de compétences que vous ne le croyez, et que vous avez accompli beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez aussi. Pourquoi il y a ce phénomène d'écrasement de mémoire? C'est qu'en général, on fait focus sur ce qu'on est en train de vivre dans le présent, et en plus, on fait focus sur ce qui est difficile à vivre dans le présent par rapport aux choses qui sont plus faciles à vivre et qui nous sont un peu plus agréables. Donc, comme on a une mentalité à aller chercher un peu plus ce qui est négatif, on oublie très facilement ce qui est positif et on oublie très facilement tout ce qu'on a accumulé en expérience. Donc, vraiment, le bilan, c'est la toute première chose, c'est faire ressortir, réémerger tous ces éléments-là. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, c'est aller travailler sur mon identité. Donc, tout à l'heure, quelqu'un disait comment faire pour explorer son identité, mais notamment dans ce type d'accompagnement. En tout cas, ce que l'accompagnement qu'EvoluPro propose, hein, c'est comment je vais, à l'aide du coach consultant qui va m'accompagner, découvrir ou aller à la découverte de moi, de mes ressources, de mes capacités, de mes talents, mais aussi de mes freins, de mes peurs,
de mes angoisses. Vous savez qu'il y a souvent des choses qui nous empêchent d'avancer, c'est qu'on a peur du changement ou qu'on a peur de quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, jamais essayé. Donc quelquefois, on préfère rester dans l'état où on était plutôt que d'aller se frotter à quelque chose de nouveau parce que la nouveauté nous fait peur. Vous voyez, donc ces éléments-là sont mis en exergue. Et ensuite, la troisième et seulement la troisième partie, c'est comment maintenant je me mets en marche pour aller vers mon objectif. Alors que quand je suis tout seul, que je ne suis pas accompagné, j'ai tendance à dire je vais pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai envie de faire tout de suite une action. Et très souvent, cette action, elle n'est pas assez réfléchie, elle n'est pas assez temporisée pour pouvoir aboutir ou vraiment nous permettre de réaliser. Quand on fait cette étape vers qui je suis, alors on est en capacité de pouvoir aller vers davantage de possibilités parce que on pose une stratégie dans ce plan d'action, on pose une stratégie et on se met vraiment en marche. C'est vraiment le premier petit pas. Voilà, donc ça, ces éléments-là sont vraiment au cœur du bilan de compétences. Et le bilan de compétences fait par des coachs professionnels, c'est vraiment aussi une façon d'être qu'a l'accompagnant, hein, c'est-à-dire il se refuse à tout jugement, il fait preuve d'une écoute bienveillante, il n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire et là où vous devez aller, mais il est là pour vous aider à vous dire ce dont vous avez envie, à vous donner, à trouver les moyens de pouvoir y aller et à savoir comment y aller. Vous voyez un petit peu la différence? Donc c'est vraiment quelque chose qui est une façon de procéder chez les coachs consultants, en tout cas de notre côté à nous. Et c'est vraiment vous faire entrer dans une démarche où on tient compte des réalités de terrain, on valorise le potentiel que vous avez et on vous encourage à aller vers votre propre autonomie. C'est-à-dire pour que vous preniez vous-même vos propres décisions. Et c'est là que ça reboucle un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment je peux éviter de subir les choses, mais plutôt de choisir les choses et de reprendre ma vie en main, de redevenir un peu acteur de ma vie. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième petit pas que nous voulions partager avec vous pour les projets de reconversion, donc c'était en fait sur la connaissance métier. L'idée en amont du projet de reconversion, approfondir sa connaissance du métier souhaité. Pourquoi? En fait, parce que c'est vrai que on se fait tous une idée du futur métier qu'on aimerait exercer quand on a un projet de reconversion et que parfois, en fait, entre la théorie et la pratique, il peut y avoir des écarts. Voilà, c'est vrai qu'entre l'idée qu'on se fait du quotidien d'une personne dans un métier et ce quotidien réel, peut-être que c'est la même chose, mais souvent il peut y avoir aussi des différences. Et l'idée, c'est de les appréhender. Donc, du coup, comment faire alors, ce qu'on conseille, nous, à l'IFOCOP, c'est en fait de faire ce qu'on appellera une enquête marché. Et cette enquête, elle peut avoir deux volets. Enfin, elle a même deux volets qui sont importants. Il y a la partie documentaire. Donc, la partie documentaire, ça va être tout ce qui est recherche sur le métier. Donc, ça peut être des recherches d'articles relatifs au métier sur le web, notamment. Après, ça peut être dans la presse spécialisée également. Ça va être également de consulter des vidéos de professionnels qui s'expriment sur le métier ou des vidéos descriptives du métier. Ça va être de consulter aussi des fiches métiers sur des sites spécialisés en fait voilà, sur des sites comme l'ONICEP, comme l'étudiant, comme l'APEC, Courrier Cadre, France Travail. Donc voilà, des sites sur lesquels on va trouver des descriptifs des métiers. Donc ça peut être des éléments déjà qui donnent une bonne idée de ce que fait un professionnel dans son quotidien. Mais également, ce qui peut être intéressant, c'est de consulter les offres d'emploi parce que ça donne une idée précise des compétences attendues par les recruteurs sur ce métier-là et également des missions qui sont confiées au jour le jour aux professionnels du métier. Donc voilà, ensuite, vous pouvez également aller sur le site des entreprises qui vous intéressent pour consulter les offres d'emploi s'il y en a des professionnels qui exercent dans l'entreprise qui vous intéresse, sur le métier qui vous intéresse.
et ça vous donnera aussi une idée des missions qui leur sont confiées. Donc ça, c'est plutôt la partie documentaire, la partie théorique. Et ensuite, il y a une partie plus enquête terrain qui est très importante aussi et qui permet vraiment de rentrer en fait dans le quotidien du métier visé. Alors, pour l'enquête terrain, ce qui est intéressant, c'est d'identifier des personnes qui exercent ce métier. Alors, ça peut être via le biais de votre réseau professionnel ou de votre réseau familial, de votre réseau amical, peu importe, mais voilà, d'essayer de trouver quelques personnes qui exercent ce métier et de simplement les solliciter en leur expliquant que vous êtes intéressé par leur métier parce que vous avez un projet, etc. Et de leur demander s'ils peuvent vous accorder un peu de temps pour échanger avec vous sur leur quotidien, sur leur mission, sur comment ça se passe, sur quelles sont les compétences qui sont attendues dans leur métier, qu'est-ce qui leur plaît dans leur métier, quelles sont les perspectives, comment, voilà, quelles sont les contraintes, etc. Vraiment poser toutes les questions qui vous intéressent pour vraiment se rendre compte de ce qu'ils vivent et de se dire, est-ce que ce que cette personne vit dans son quotidien professionnel, ça correspond à mes attentes de demain. Donc ça peut être, c'est vraiment une étape importante et si vous connaissez ou si vous avez dans votre réseau des professionnels des RH qui recrutent sur ce type de métier, ça peut être aussi intéressant parce que ça vous prépare à vous dire qu'est-ce qu'un professionnel des RH attend quand en recrutement il est à la recherche d'une personne pour le poste en question qui m'intéresse. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant aussi. Dernier volet de l'enquête terrain, c'est la journée d'immersion. Et si vous avez la possibilité, ça se fait dans certaines entreprises, de vivre une journée d'immersion auprès d'un professionnel du métier. C'est vraiment une expérience qui est très intéressante, qui est enrichissante et qui donne vraiment une vision concrète de ce qui se passe dans le quotidien des professionnels et voilà, qui peut aussi être un facteur aussi pour vous de choix et voilà, un facteur de choix ou de non-choix, de se dire, voilà, je m'engage dans ce projet-là parce que j'ai vu comment ça se passe et potentiellement, ça me plaît bien. Donc voilà, ça approfondir sa connaissance du métier, c'est une étape importante. Et, euh, et l'étape importante suivante, c'est l'étape de la recherche de formation. Alors, la recherche de formation, à quel moment et pourquoi elle intervient? En fait, elle intervient pour tous ceux qui, en faisant en fait le rapprochement entre les exigences du métier visé et, euh, et les compétences, connaissances, certifications, expériences qu'ils ont actuellement, se disent, voilà, effectivement, pour accéder à ce futur métier, il y a un écart entre ce que je suis aujourd'hui et entre ce que la profession que je vise réclame. Et en termes, du coup, de compétences, de connaissances, de certifications et d'expérience. Et j'ai donc besoin de me former pour accéder à ce métier. Dans ce cadre-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se poser aussi la question, vraiment d'aller faire l'enquête marché pour aller regarder si le métier auquel je souhaite me former recrute. C'est important parce que quand on rentre dans un projet de formation, c'est comme un projet qui est, qui est, qui est conséquent, en fait, en termes d'investissement de temps euh, financier, même s'il y a des dispositifs de financement dont on parlera après, émotionnel, voilà, que sais-je. Et du coup, avant de s'engager dans une démarche, c'est important de se dire, est-ce que demain, quand je serai formée à ce métier-là, il y a le marché de l'emploi est propice en fait et recherche des professionnels qui ont cette formation-là, ce diplôme-là et cette expérience-là. Donc ça, c'est une étape importante. Et autre étape qui est importante, c'est de se poser la question de qu'est-ce que la formation me propose en termes d'expérience professionnelle. Parce que généralement, quand on arrive sur le marché du travail pour
et qu'on postule à des offres d'emploi, l'expérience professionnelle est quand même quelque chose qui est demandé par les recruteurs. Et dans le cadre d'une formation, c'est important de vérifier que la formation permet en fait de mettre en pratique directement sur le terrain les compétences acquises en formation. Donc voilà, ça c'est une question à se poser. Après, pour ma part, moi je travaille chez Ifocop, je m'occupe, j'en ai parlé en début de ce webinaire, des produits de formation Ifocop. Nous, c'est des formations aux métiers du tertiaire, tous les métiers support de l'entreprise. Donc des formations au RH, à la paye, aux achats, la qualité, la logistique, le web digital, comptabilité, gestion, marketing, hôtellerie, restauration. Voilà, j'oublie peut-être, mais voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé par ces métiers-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est voilà, de se rendre directement sur le site Ifocop et de consulter. On a des fiches métiers, on a des fiches produits, donc déjà, ça peut commencer à vous faire entrer dans cette enquête documentaire. Et si, voilà, si vous êtes intéressé par ces métiers, de ne pas hésiter à demander à être appelé par un conseiller de formation ou de participer à un webinaire ou une réunion d'information. Et voilà, après, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour savoir si vous avez envie de vous engager dans ce projet-là. Mais voilà, en tout cas, sachez que nous, on propose beaucoup de formations sur ces métiers. Donc, si c'est ce qui vous intéresse dans le cadre de votre conversion, n'hésitez pas, et que toutes les formations sont certifiantes. Donc, on propose des diplômes reconnus par l'État de niveau bac à bac plus 5, niveau 4 à niveau 7. Et on forme exclusivement à des métiers qui recrutent, avec un taux de retour à l'emploi de plus de 80% dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme. C'est très important pour moi de le préciser parce que pour nous, à Ifocop, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, et dans le développement des produits de formation, c'est vraiment pour nous la condition sine qua non parce que, voilà, l'idée, c'est vraiment de former des personnes qui vont pouvoir exercer demain. Et, c'est vraiment dans notre ADN. Et puis, ce qui est important aussi, regardez les dispositifs de formation. On propose des dispositifs en 4 mois de cours plus 4 mois d'immersion en entreprise, de période d'application en fait, et qui permettent de mettre en application directement toutes les compétences qui ont été acquises pendant la période théorique de formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'en fait, quand vous arriverez sur le marché de l'emploi pour postuler, voilà, vous aurez déjà cette expérience dans le nouveau métier qui vous permettra, vous, de vous sentir vraiment plus à l'aise et aux recruteurs de vous faire confiance plus rapidement. Et puis, on propose également des formations en alternance, bien évidemment, pour tous ceux qui le souhaitent en apprentissage en contrat de pro. Ça peut être aussi un dispositif qui est très intéressant dans le cadre d'une reconversion. Dernier premier pas sur lequel je voulais toucher, donner quelques informations, c'est la recherche de financement. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que on le sait pas toujours, mais en fait, quel que soit notre statut, c'est-à-dire qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit salarié, indépendant ou voilà, étudiant, en fait, on est éligible à des dispositifs de financement. Il y a des dispositifs de financement qui nous permettent en fait d'avancer dans un projet de formation. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut appréhender en amont du projet parce que c'est aussi quelque chose qui permet de se projeter aussi plus sereinement et puis de rendre possible des fois un projet tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les fonds propres qui le permettent. Et donc voilà, donc du coup, moi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les dispositifs de financement. Si vous faites une demande chez Ifocop ou chez EvoluPro pour une formation ou chez Ifocop pour un bilan de compétences chez EvoluPro, donc on sera aussi, nos conseillers de formation sont à même forcément de vous renseigner sur ces sujets. Sachez en tout cas que les formations Ifocop et les bilans de compétences EvoluPro sont éligibles au compte personnel de formation. Donc ça déjà, c'est quelque chose voilà, qui peut vous permettre d'amorcer votre projet. Et après, en fonction de votre statut, d'autres dispositifs de formation, de financement sont naturellement disponibles. Ça peut être, par exemple, dans le cadre d'un congé de reclassement. Donc, il y a des dispositifs pour le congé de reclassement permet
des financements de la formation, un financement de la formation. C'est le cas aussi du contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez aussi tout ce qui est congé de formation avec le CPF de transition qui permet aussi aux salariés de faire une pause en fait pour mettre en place un projet de formation. Donc voilà, en tout cas, il y a des possibilités qui existent. Il ne faut pas que ça soit un frein dans votre projet. Et enfin, par rapport du coup au plan d'action, quelques mots sur comment avancer sereinement. Parce que effectivement, on voulait toucher deux mots sur le sujet aussi avec Pierre, parce que c'est vrai qu'un projet de formation, c'est aussi enfin, un projet de reconversion qui passe par une formation ou un bilan de compétences ou voilà, ou aussi d'autres actions. C'est un moment qui peut être un peu déstabilisant et stressant parce que voilà, c'est quand même un projet qui est conséquent et qui a des impacts pour le futur. Et du coup, de se poser deux, trois questions qui sont liées en fait aux moyens d'action, ça peut être intéressant. Et la première question, c'est de se dire, bah, en fait, quels sont mes alliés dans ce projet? Et dans le sens allié, c'est dans le sens, en fait, qui pourrait être là pour m'encourager dans ce projet? Euh, et en fait, qui en fait, voilà, dans les moments de ma vie où j'ai eu besoin d'échanger pour grandir, pour mettre en place quelque chose d'important, en fait, qui est à mes côtés et en fait, vers qui je peux me tourner quand j'ai besoin justement d'échanger, de trouver des forces et tout. Et déjà, juste de réfléchir à ça et de se cartographier, un peu de se dire, ah bah oui, j'ai tel ami, tel parent, telle relation et tout ça. C'est aussi quelque chose de rassurant. Et puis le moment venu, c'est aussi des personnes avec qui vous pourrez échanger et qui seront vos vrais alliés. Et c'est voilà, c'est important de les identifier. Et la deuxième, le deuxième élément, en fait, c'était par rapport de se questionner par rapport à son stress, mais aussi par rapport à son niveau de stress et de se dire, bah, en fait, moi, pour avancer, quel est mon niveau de stress optimal? Dans le sens où on est tous différents par rapport au stress et il y a des personnes pour qui beaucoup de stress, c'est pas quelque chose de dérangeant et ça va permettre d'avancer parce que c'est de l'adrénaline. Et il y a d'autres personnes, en fait, pour qui trop de stress, ça va être quelque chose qui va vite être bloquant. Et en fait, l'idée qu'on avait eue avec Pierre, c'est de vous partager un petit outil qui est assez simple à mettre en place. C'est en fait de dessiner une bouteille sur un papier, voilà, tout simplement. Et c'est une bouteille en fait qui est vide. Et en fait, il faut s'interroger soi-même sur en fait quels sont tous les facteurs de stress que j'ai aujourd'hui, pas seulement professionnels, de se dire voilà, ça va être personnel et professionnel, les deux, au cours d'une journée, au cours d'une semaine, hop, quels sont tous les facteurs de stress et vous remplissez la bouteille par strate avec tous vos niveaux de stress. Et l'idée, c'est de se dire en fait, bah, moi, à un moment, je vais mettre une jauge sur le côté. Quel est mon niveau de stress idéal? Ça peut être trois quarts de la bouteille, comme ça peut être la moitié de la bouteille, ça dépend des gens. Et de se dire, bah, est-ce que mon niveau de stress actuel, il est trop élevé par rapport à ce que j'estime être mon niveau de stress optimal pour être juste bien, pouvoir agir, mais ne pas me sentir bloqué. Et ça, dans un projet de reconversion, c'est important parce qu'en fait, il faut avoir l'énergie qui permet d'avancer, mais ne pas être bloqué par trop de stress. Et en fait, l'idée de l'exercice, c'est déjà juste, de se rendre compte de où j'en suis par rapport à mon stress et est-ce que ce stress, il est bloquant ou est-ce qu'il est motivant pour ce projet? Et si le stress est trop élevé, de commencer à s'interroger, à se dire, bah, en fait, comment je peux euh, faire baisser ce niveau? Et dans ce cas, d'identifier dans la bouteille, dans les différentes strates que j'ai mis dans la bouteille, en fait, quelles sont les situations de stress qui dépendent de moi et donc du coup que je peux euh, éventuellement retirer de la bouteille et quelles sont les situations de stress qui ne dépendent pas de moi. Et pour les situations qui ne dépendent pas de moi, eh ben, l'objectif, c'est en fait de mettre en place des actions qu'on appellerait des actions confort et en fait de dire, voilà, je ne peux pas évincer ce stress. Par exemple, je prends un exemple
un exemple du quotidien. Donc, par exemple, imaginons que je prends le métro tous les matins, qu'il y a beaucoup de monde et que tout ce monde me stresse. Je sais que je ne vais pas pouvoir avoir le métro que pour moi le matin à cette heure-là. Mais du coup, comment je peux faire pour mettre en place une action qui m'aide à ne pas démarrer ma journée avec euh, ce stress quotidien de la foule dans le métro. Et voilà, peut-être que l'action confort pour quelqu'un, ça va être se dire, bon, bah, voilà, quand je suis dans cette situation-là, je vais mettre mes écouteurs, je vais écouter de la musique, et puis ça va me décontracter. Et quelqu'un d'autre, ça va être, bah, peut-être, je vais me dire, bah voilà, je vais partir un peu plus tôt ou un peu plus tard, je vais décaler mes horaires parce que je vais éviter la foule. Voilà, donc ça peut être en fait plein d'astuces, d'actions confort et chacun a l'action qui va lui convenir. Mais en tout cas, déjà de faire l'effort d'identifier les situations et puis de commencer à opérer un travail sur le sujet pour arriver à être juste à son niveau optimal de stress et à un niveau qui va nous permettre de mettre en place ce projet de reconversion avec l'énergie nécessaire, mais sans être bloqué. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit tips comme ça qu'on avait envie de vous partager. Et puis je pense que bah, je vais passer à la suite. Alors la suite, c'est les contacts. On a voulu vous partager bah, nos contacts pour Evolupro, pour Ifocop. Donc, si vous avez un projet de bilan de compétences, vous pouvez naturellement contacter Pierre Fillon. C'est son numéro de téléphone professionnel, donc n'hésitez pas, mais vous pouvez aussi vous rendre, vous avez aussi le contact, le mail de Evolupro, et puis bien évidemment sur le site Evolupro, il y a aussi les formulaires de contact qui vous permettent de contacter l'organisme directement sur Internet. Pour Ifocop, c'est pareil, vous avez le numéro unique, le 01 56 34 69 69. En fonction du centre de formation qui vous intéresse ou de l'interlocuteur dont vous avez besoin, vous serez orienté en ligne sur notre numéro de téléphone. Mais vous pouvez également vous rendre sur notre site. Il y a des formulaires de contact en fonction de si vous souhaitez participer à une réunion d'information ou à un webinaire d'information pour découvrir nos formations. Ou vous pouvez également tout de suite demander à être appelé par un conseiller formation et dans ce cas-là, avoir un échange direct pour poser vos questions et puis pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans votre projet. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Je tenais à vous remercier pour votre écoute, pour les échanges qu'on a pu avoir avec vous via les questions. Et puis, je vous souhaite un très beau projet de reconversion professionnelle pour 2024. Peut-être à bientôt du coup à Ifocop. Et puis très belle journée à tous. Merci, au revoir.